Bonjour à vous qui nous écoutez, j'espère que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une, mais deux personnes dans cet épisode. Deux sœurs pour être exact. Autrices, créatrices d'oracles thérapeutiques, podcasteuses, donc vous l'aurez compris, des créations à profusion. Un agenda aussi, mais si elles passent ici, c'est pour parler de leur livre Renaître du chaos, qui est paru aux éditions Erol. J'ai nommé Daisy et Julie Baudin. Alors les filles, comment allez-vous? Bonjour, bah écoute, on va super bien. Merci de nous accueillir dans ce superbe podcast. On est ravis d'être là avec toi et de partager un petit peu notre aventure avec les auditeurs. Bah, merci beaucoup. C'est moi, une fois de plus, qui vous remercie de participer à cette aventure qui a commencé il y a pas si longtemps, au final. Parce que je crois que vous êtes le 9e épisode de mémoire. Waouh, génial, ben, Écoute, on est non. enchantés. Ouais, et puis tu vois, le numéro 9 pour nous, c'est très symbolique dans la numérologie, donc ça nous touche bien, ça nous parle bien. Bah, c'est top. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pour ceux qui vous connaissent peut-être pas encore? Oui, bien sûr. Alors, donc nous sommes dans l'entité Plume de Gaïa, mais donc deux autrices comme tu l'as indiqué. Moi, je suis Daisy Baudin. À la base, je suis diététicienne de formation. Et il y a maintenant 7-8 ans, on a créé notre premier ouvrage et on est rentré dans une aventure incroyable avec les éditions Erol, puis couplé aussi aux éditions Merci les Livres. Et de là, on a créé énormément d'aventures ensemble sous Plume de Gaïa. Et moi, je suis Julie Baudin, donc on est toutes les deux effectivement sœurs jumelles. Après 15 années de marketing, un burn-out, et bien effectivement, patatras, la vie bascule et une envie effectivement de se réaliser, de se découvrir soi, d'avancer vers soi et donc d'être dans cette créativité. Effectivement, comme le disait Daisy, on est parti dans une aventure folle avec Plume de Gaïa puisque l'écriture d'ouvrages, mais aussi on avait créé une e-boutique sur Internet, on créait des cercles de femmes, des cercles de tambour, on animait des conférences, on a animé des retraites holistiques. Bref, on a toujours beaucoup accompagné, que ce soit par l'écrit ou même dans les transmissions, beaucoup de femmes sur leur chemin d'éveil. Oui, parce que notre chemin de prédilection, on va dire dans la transmission, c'est tout ce qui est relié à l'éveil de soi, la prise de conscience que nous pouvons chacune écouter nos rythmes, écouter nos besoins, œuvrer vers nos rêves, vers nos aspirations profondes et tenter de ne pas s'éloigner de ça, même si on peut être influencé par la société, par nos proches. Mais l'objectif, c'est vraiment de se dire que on est sur Terre, en tout cas c'est nos croyances, nous sommes sur Terre pour accomplir des missions qui nous sont propres. Et l'objectif, c'est de vraiment s'écouter au mieux pour pouvoir avancer vers soi, vers ses missions de vie, ses missions d'âme, etc., comme on peut les appeler, pour vraiment être en totale adéquation avec notre être profond. D'accord, donc ouais, ça a été que de la création depuis des années et beaucoup d'accompagnement, en fait. Exactement. En fait, on a toujours pris, à partir de nos propres vécus, on a toujours été chercher des clés de compréhension à l'intérieur de tout ce qu'on avait à parcourir. Et tout à l'heure, on disait le neuf nous suit beaucoup puisqu'on a un chemin de vie neuf. Et donc, effectivement, on est sur un chemin avec beaucoup d'expérience, de fermeture, d'ouverture. Et tout ça, en fait, nous a amené à aller à la rencontre de nous-mêmes et aller exploiter, effectivement, nous reconnecter à notre authenticité, à notre véritable nature. Et c'est ce qui nous porte, entre guillemets, c'est ce qui porte notre chemin de transmission, c'est aider toutes les femmes et aussi certains hommes qui viennent jusqu'à nous pour aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes qui ils sont vraiment et pour oser incarner cette vraie authenticité et se révéler dans leur unicité. Donc en D'accord. gros, on est sur une transmission, si tu veux, dans tous les domaines. C'est-à-dire à la fois dans l'écrit, évidemment. Là, on en est à notre 32e ouvrage. Bon, il y en a plusieurs qui sont en train d'être écrits et qui vont sortir sur cette année et début 2026. Mais il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a l'idée de transmettre, comme l'a dit Julie tout à l'heure, dans tout ce qui était lié aux conférences, lié aux ateliers, lié des fois à des salons que l'on a pu faire aussi, beaucoup de salons. L'objectif, c'est de pouvoir transmettre de différentes manières pour qu'on puisse toucher la personne en fonction de sa manière de ressentir les choses. Voilà, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles lors d'une relaxation et d'une méditation pour ressentir leur être et se sentir totalement connectées à elles-mêmes. Et puis d'autres, ça va être au travers des écrits où là, ça va les bouleverser, ça va faire sens et du coup, ça va les aider à cheminer, voilà, vers elles-mêmes. Et donc, et si je me trompe pas, le chemin de vie neuf, c'est fin de cycle et tout?
c'est ça? Oui, c'est C'est ça. Comme cette ça. année On d'ailleurs. L'année ex 2025 est une année 9, si je me trompe pas. Exactement, c'est une année 9 et exactement c'est ça, ouais, c'est des fins de cycle. Donc nous, on enchaîne depuis notre naissance, on va dire, on enchaîne des fins de cycle sur plein de choses. D'accord. Tout ce qui a pu être vécu dans d'autres vies, et ben effectivement là, on vient leur mettre une fin à chacun des chapitres. Donc ouais, c'est à chaque fois beaucoup d'ouverture et beaucoup de fermeture dans des temps très limités. Donc beaucoup de choses à aller explorer et de s'enrichir de tout ça, et puis aussi d'en dégager le maximum de sagesse et de clés de compréhension. Et c'est très intéressant, tu vois, ce que tu évoques avec le 9. On est dans cette énergie-là, c'est intéressant. Comme tu disais, effectivement, c'est une année universelle 9. 2025, ça fait 2 plus 2 plus 5 pour ceux qui ne comprennent pas trop comment ça se parle. Mais 2 plus 2 plus 5 qui font 2025, ça fait 9. Mais chacun, sachant que chacun a une année individuelle que l'on compte en notant en fait les chiffres de notre jour de naissance, de notre mois de naissance et de l'année 2025. Et si on prend tous les chiffres et qu'on les associe, qu'on les réduit d'un chiffre entre 1 et 9, la personne va pouvoir avoir aussi son année individuelle pour mieux comprendre où est-ce qu'elle va. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu exprimais tout à l'heure sur l'année 9, comme on dit, c'est des clôtures, c'est des fins. Et justement, ça parle un peu, tu vois, du sujet que tu veux évoquer avec nous aujourd'hui, renaître du chaos. Pourquoi ? Parce que en fait, les fins, elles peuvent être tragiques, elles peuvent être douloureuses, elles peuvent être inconfortables. Mais ce qui est sûr, c'est que ça amène toujours à quelque chose de nouveau. Si on part sur le principe que l'univers est fait de mouvements et de vibrations, le mouvement va avoir une certaine résonance d'une manière précise, mais ça ne pourra jamais s'arrêter comme une fin définitive. Il y aura toujours un nouvel élan, un nouveau départ. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec le chiffre 9 de cette année, par exemple, ça va toucher tous les auditeurs, c'est que bien sûr qu'il y aura des fins, des fois des fins extrêmement bénéfiques où on va se sentir soulagé en se disant bah, j'en pouvais plus et heureusement que ça y est, c'est terminé, je le sens, ça y est, je peux m'ouvrir à autre chose. Et puis il y aura d'autres fins où on n'aura pas envie d'y mettre fin à certains domaines de notre existence, des situations compliquées ou même des départs de personnes qui nous touchent. Mais en fait, ces fins, elles ont forcément une importance et une importance liée au chemin de l'âme. Alors évidemment, c'est toujours pareil, c'est une idée de croyance, mais on va toujours apprendre du changement et on va toujours apprendre et encore plus des émotions qui peuvent être intenses. Exactement. Bon, OK. Bon, bah, écoute, je pense que c'était une belle présentation et on va pouvoir passer, aux questions après toutes ces informations. Hem, pour commencer, j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet et vous demander ce qu'est concrètement la nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment parce qu'on parle souvent de chemin d'éveil. Et les nuits noires de l'âme, c'est un grand moment de la vie qui vient considérablement mettre à mal l'être humain euh, dans son aspect corporel, psychologique, émotionnel. Et aussi, cette nuit noire de l'âme, elle peut s'accompagner d'une perte aussi matérielle, financière. Donc très souvent, quand on parle de nuit noire de l'âme, on la distingue d'une dépression ou d'un moment de déprime par quelque chose qui vient véritablement meurtrir au plus profond de soi l'individu suite à un événement qui s'est produit et qui a enclenché effectivement ce grand accident de vie. Et la nuit noire de l'âme, elle se déclenche à la suite d'un grand chaos. Et ce n'est pas peu dire parce qu'effectivement, il va y avoir à ce moment-là une mise à mal considérable dont l'être humain va mettre beaucoup de temps pour s'en remettre. La nuit noire de l'âme, c'est un dépouillement complet des croyances, des conditionnements, de notre manière de percevoir la vie et de notre manière d'expérimenter la vie. Alors, c'est vrai que souvent on parle, comme disait Julie, de déprime, de dépression. Donc ça, ce sont des états effectivement qui sont très désagréables et inconfortables et alarmants et où on peut effectivement être accompagné dans ce domaine-là. Mais il faut savoir que la nuit noire de l'âme, c'est au-delà de la dépression. C'est-à-dire que d'un seul coup, on sent que tout ce qui nous avait construit depuis le début, donc depuis notre naissance presque, depuis notre enfance, là où on s'en souvient un peu, tout ce qui nous a construit va être déconstruit.
C'est-à-dire que c'est comme si d'un seul coup, vous aviez une image de la vie, comme un dessin où vous étiez plongé dans un univers comme les jeux vidéo, par exemple, et vous pensiez que ce monde était le vôtre, et d'un seul coup, vous tournez en 360 autour de vous et vous vous apercevez que tout est en train de se détruire, mais pas que de l'extérieur, c'est aussi lié à l'intérieur de soi. Il n'y a plus de fondement. On perd les fondements de notre structure. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant, extrêmement souffrant, parce qu'on le sent pas que dans le mental et dans notre psyché, mais on le sent dans notre corps. On peut avoir des douleurs énormes, avoir le sentiment alors ça va être un peu violent, mais c'est exactement ça, qu'on nous arrache les tripes quelque part, comme si on nous vidait totalement. Alors, on a extrêmement peur à ce moment-là d'avoir le sentiment de mourir sur place. C'est aussi ce que vont évoquer les gens qui vivent cette nuit noire de l'âme. Mais en fait, il n'en est rien. C'est-à-dire qu'une fois que l'ego, donc toute notre structure 3D dans la matière, est déconstruit, la fin de la nuit noire de l'âme, c'est un silence intérieur, extérieur, et on se rend compte qu'on est encore en vie. Il reste finalement que notre corps physique, dépouillé de tout ce qu'on avait construit intérieurement, et on sent cette connexion à l'âme. En fait, c'est un château de cartes qui s'est effondré parce qu'on n'avait pas pris conscience que ce château de cartes n'avait pas du tout de fondation qui était juste pour nous, et c'était un château très très fragile. D'accord, mais est-ce que tout le monde vit une nuit noire de l'âme? Non. Généralement, la nuit noire de l'âme, c'est un moment qui va marquer une fin tonitruante d'une ancienne manière de se vivre pour aller embrasser une nouvelle manière, un nouveau paradigme dans lequel on va avancer. Et donc très souvent, une nuit noire de l'âme, elle est elle arrive chez les personnes qui sont sur un chemin d'éveil spirituel, d'éveil à eux-mêmes. Et donc toutes les âmes ne sont pas venues expérimenter la nuit noire de l'âme dans cette incarnation-là. Ça ne veut pas dire qu'elles n'expérimenteront pas la nuit noire de l'âme dans une autre vie, mais en tout cas, dans cette incarnation, il y a des âmes effectivement qui ont décidé qu'il était le moment était venu de lâcher une ancienne manière de se vivre, d'anciennes croyances, une ancienne, en fait tout simplement une manière égotique de se vivre, d'être, et qu'il était temps effectivement d'aller embrasser la vraie authenticité, cette vraie essence incarnée, donc en fait d'aller renouer avec ce tout jeune enfant qui était prêt à explorer le monde avant qu'on l'imite entre guillemets, ou qu'on lui dise ce qu'il devait être, comment il devait se comporter, comment il devait percevoir les choses. Donc en fait, d'un seul coup, si tu veux, on éteint un voile d'illusion pour embrasser une autre manière de se vivre. Et effectivement, comme le disait Daisy, ça va aller surtout pas simplement à regarder d'un autre regard, ça va être déjà de se changer soi pour avoir ce nouveau regard sur le monde et cette nouvelle manière de se mouvoir. Donc ouais, non, ça touche pas tout le monde. Ça n'est pas d'ailleurs compris par tout le monde. Et puis il y a des gens qui confondent nuit noire de l'âme avec, comme on se le disait, une dépression ou un état d'âme difficile ou une passe un peu difficile. D'accord. J'aimerais j'aimerais aller sur le sujet du deuil. C'est un sujet auquel toute personne sur Terre est confrontée à un moment ou à un autre. La plupart des gens pensent tout de suite à la mort d'un être cher, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais vous parlez aussi des deuils de vie, j'ai envie de dire, comme la fin d'une relation amoureuse, par exemple, ou même la vente d'une maison d'enfance, comme une page à tourner quelque part. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, effectivement, ce qui est important, parce que évidemment, comme tu le dis, ça nous touche tous et ça vient réveiller des émotions très très fortes en nous. Chaque deuil va être un tournant dans la vie où il est nécessaire, en fait, l'âme a envie d'expérimenter plusieurs choses dans une vie. C'est-à-dire que nous, on aime bien notre sécurité, nos habitudes, quelque chose qui vient un peu à la fois nous enfermer et en même temps avoir le sentiment que avec tout ça, comme on a cette habitude, on est en sécurité. Sauf que ce qu'il faut ressentir et comprendre, c'est que l'âme, quand elle vient sur Terre, elle veut explorer plein de choses pour acquérir énormément de sagesse.
que ce soit au travers des émotions, mais aussi au travers des expériences de vie. Et elle va avoir cette vie dans cette société, dans ce temps imparti, qui est quand même assez court, même si on a l'impression que 80 ans, 90 ans, ça peut être long, mais parfois on peut sentir que c'est très long parce qu'on souffre, etc. Mais ce qui est important, c'est que pour l'âme, c'est vraiment peu de temps d'expérimentation. Donc l'âme, elle sait qu'une fois qu'elle a acquis une sagesse, une compréhension, il va falloir qu'elle aille explorer autre chose. Alors ça, c'est du domaine spirituel. On peut ne pas être plus ou moins d'accord, mais comment ça se matérialise dans la vie? Eh bien, il y a des choses où il y a un moment donné où toutes les expériences, toutes les sagesses qui devaient être acquises dans un conditionnement spécifique, va devoir être transformé pour nous amener sur autre chose. Alors, on a toujours le sentiment, bien sûr, ça fait peur, que quand on lâche quelque chose, on a peur du vide. Ça, c'est très humain. C'est-à-dire que le deuil nous amène à nous connecter à une sensation de vide, de perte, de repère, de sentiment de sentir ce vide intérieur et de ne plus savoir, on a l'impression qu'on va mourir, en fait, dans les deuils, alors que c'est finalement ce laps de temps qui va nous amener, nous orienter vers d'autres expériences. Ce temps, il est effectivement très douloureux, déstabilisant, parce qu'il peut ne pas être douloureux, comme on l'a dit. Des fois, c'est nous-mêmes qui orchestrons une séparation avec quelqu'un. On peut faire le deuil, ça peut être un peu triste de dire au revoir à quelqu'un, et en même temps, c'est nous qui l'avons décidé parce qu'on sent qu'il y a un appel autre chose qui nous appelle, peut-être une autre rencontre où on est extrêmement amoureux de l'autre personne, mais ça nous fait quelque chose de lâcher. Hein, c'est un peu, si on imagine un peu Tarzan qui se lance, qui prend une liane, et puis on lui dit, mais tu sais, il faut que tu lâches cette liane pour pouvoir attraper l'autre. Autrement, tu vas repartir en arrière. Tu ne vas pas pouvoir, il faut avoir le courage de lâcher ce qui était sécuritaire, puisqu'évidemment Tarzan s'est lancé avec cette liane en disant bah moi j'ai quelque chose pour me retenir, et là on te dit ouais mais dans cet élan il va falloir lâcher, ça va durer quelques fractions de secondes pour attraper l'autre liane, et à ce moment-là tu vas voir que tu vas découvrir une autre exploration, ça va être magique. Mais ce temps effectivement bah on en a tous peur. On a peur de lâcher effectivement ce qui est connu, on a peur de lâcher ce qu'on maîtrise, ce qu'on contrôle, on a peur de lâcher ce qui nous confortait dans notre quotidien. Et effectivement, qu'est-ce qu'un deuil? Un deuil, c'est pas toujours et forcément la perte d'un être cher. Ça peut être effectivement des choses qui étaient fondamentales dans notre vie, dans notre histoire, qui nous permettaient de nous sécuriser, qui étaient comme comment dire, comme une borne d'amarrage entre guillemets, à laquelle on pouvait revenir systématiquement, qui nous sécurisait dans notre intériorité. Et dès lors qu'effectivement on perd ça, eh bien, on peut se sentir totalement en détresse, démuni, dans une peur extrême, une insécurité extrême, et on nous demande en une fraction de seconde de revoir ce paradigme dans lequel on se sentait en sécurité, même si c'était inconfortable, même si parfois c'était douloureux, même si c'était pas tout le temps joyeux. Par contre, c'était quelque chose qu'on connaissait et qui nous mettait en fait dans une certaine sécurité. Lâcher ça, c'est d'un seul coup effectivement se retrouver face à soi-même, seul. Donc là, ça va être des notions aussi très importantes parce que ça va réveiller des blessures fondamentales, telles que la blessure d'abandon, hein, quand on perd quelqu'un, quand quelqu'un nous lâche, que ce soit dans une relation sentimentale ou même une grand-mère ou un grand-père ou un parent. Voilà, on peut d'un seul coup manquer de cet amour, et donc il y a des blessures qui peuvent, ou alors on peut ressentir du rejet ou ainsi de suite. Il va y avoir une réminiscence de blessures extrêmement profondes qui vont générer effectivement beaucoup de mal-être, et le sentiment et la compréhension que là, il y a quelque chose qui me demande de changer, mais en même temps qui vient me heurter dans mon intériorité. Quand on parle de deuil, c'est pas simplement, encore une fois, de l'extérieur, quelque chose qu'on perd, ça vient effectivement raconter quelque chose effectivement qui vient nous meurtrir dans nos profondeurs. D'accord. Depuis tout à l'heure, je rebondis sur l'image avec Tarzan qui parlera à tout le monde, au moins c'est des images très claires. Et c'est un peu sortir de sa zone de confort aussi, quelque part, pour aller voir un peu plus Oui. loin, quoi. Oui, mais c'est une sortie de zone de confort qui génère en nous, qui réveille à l'intérieur de nous beaucoup de peur, beaucoup de blessures, et qui vient nous questionner sur pourquoi
j'ai effectivement ces blessures et cette peur, qu'est-ce que ça raconte de moi et pourquoi ça me met si mal dans mes profondeurs, dans mon émotionnel, dans ma psychologie et même dans mon corps. J'aime bien ton idée de zone de confort parce que ça me fait penser à un ami hypnothérapeute, Régis Archimbaud, qui expliquait il y a quelques années que souvent on était dans un confort inconfortable. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous rassurent et pourtant on n'est pas heureux. Et ça arrive à tout le monde d'être dans une période de vie où on va dans un travail, par exemple. Ok, certes, on a un bon salaire, les collègues sont sympas, mais on ne sait pas pourquoi notre activité, elle nous plaît pas. Mais comme il y a du confort, et en même temps, c'est inconfortable parce que on sent bien que ça répond pas à toutes nos attentes, bah pendant un moment, on va essayer de tenir dans cette posture parce que, évidemment, la sécurité financière, c'est quelque chose où on a c'est très très relié à notre société et pourtant à un moment donné on va sentir qu'au bout de peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, on n'en peut plus et on sent l'appel et effectivement ça va être inconfortable de se dire va falloir que je lâche peut-être un super salaire, des super collègues, mais en fait, sans savoir ce qui va m'attendre demain, sans savoir si je retrouve un job avec autant de confort. Mais par contre, effectivement, on sent qu'on est dans cette zone de confort, mais qui est quand même inconfortable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est quand on est conscient qu'il y a des deuils que l'on doit faire, mais quand on est bousculé, chahuté par une situation qui est extrêmement troublante, comme le décès de quelqu'un, c'est-à-dire que c'était pas attendu. Donc il y a un deuil tragique, brutal, qui se fait en fait, ou même dans le travail, si on est viré d'un seul coup sans avoir eu aucune préparation ou anticipation de cette situation, ou même dans une relation, ce choc brutal du deuil, il n'est pas finalement orchestré par notre volonté personnelle, donc dans notre conscience, mais par contre, c'est orchestré, on va dire, par la vie, par Dieu, par la source, peu importe quelles sont nos croyances, mais en fait, c'est fait exprès parce que cette dynamique, on en a fait le tour. Et c'est terrible parce qu'évidemment, ça vient nous choquer, ça vient nous éprouver, parce que quand on perd un emploi, quand on perd une personne que l'on aime, quand on perd un être cher, de deuil profond parce qu'il y a une mort qui est inévitable dans la vie, bien sûr qu'à ce moment-là, on est totalement déstabilisé et pourtant, on sait qu'il va falloir continuer et que la vie continuera par la suite. Mais à ce moment-là, oui, effectivement, on nous force, en fait, à vivre le deuil. C'est ça. Mais de toute façon, les épreuves que l'on vit, enfin les expériences, on les a choisies bien avant. Oui. Et on a choisi aussi de connaître la rupture, justement, si je peux utiliser ce mot-là, de l'expérience pour aller vivre autre chose après, quoi. Exactement. Ouais, l'âme est venue expérimenter un certain nombre de choses qui vont, alors certainement nous mettre à mal pendant un laps de temps, mais par contre qui vont nous permettre d'aller puiser à l'intérieur de nous justement des clés de guérison, de nouvelles ressources et surtout d'aller ressentir ce que nous avons envie de vivre et donc notamment certainement une nouvelle expérience, mais des choses qui vibrent davantage avec l'être que nous sommes devenus, puisque sur ce chemin effectivement de la vie, nous grandissons, nous explorons, nous nous enrichissons, nous grandissons, nous mûrissons, et donc au fur et à mesure de nos propres expériences, nous évoluons. Nous évoluons et nos envies changent et nous avons de nouvelles choses à aller explorer, découvrir pour se réaliser pleinement. Et c'est par moments, parce qu'effectivement, on est dans cette routine, on est dans ces habitudes, on est dans ce confort matériel de cette existence de la vie incarnée, qu'on en oublie de se relier effectivement à cette énergie de cœur et tiens, qu'est-ce que j'aimerais explorer, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre demain, et on va enfouir entre guillemets cet élan de l'âme, cet élan du cœur, cet élan de l'enfant intérieur par tout un tas de ah ben oui mais non mais je peux pas, hein, parce qu'il y a ça, il y a ci, et puis je dois être responsable, et puis je dois faire attention, et puis il faut que je gagne suffisamment d'argent, et puis il faut que j'ai une maison comme ci, il faut que je parte en vacances, et ainsi de suite. Et tout ça, effectivement, peut bloquer l'élan de notre âme et de notre cœur à nous vivre pleinement et à embrasser de nouvelles expériences et de s'enrichir de ces nouvelles expériences.
Et donc effectivement, comme tu dis, l'âme, elle n'a pas choisi très souvent un parcours très fluide dès lors qu'elle est dans cette volonté d'aller chercher de l'éveil. Et donc effectivement, il va y avoir des rebondissements qui vont nous inviter à sortir de ce confort inconfortable pour embrasser effectivement quelque chose qui nous ressemble davantage et qui va faire grandir l'âme, qui va l'enrichir de nouvelles expériences. J'aime bien ce que tu évoques aussi dans l'idée de, parce que ce qui est difficile quand on vit le chaos ou le deuil, c'est qu'on a le sentiment d'être victime et que l'on est impuissant évidemment, ça c'est évident. On le vit vraiment d'une manière très tragique et on a le sentiment d'être victime de la vie et on peut en vouloir quelque part des fois en disant: «Mais pourquoi je vis ça?» et cetera. Et je reviens sur ce que tu évoquais, c'est-à-dire que l'âme, avant de s'incarner, décide les expériences avec ses guides, les êtres supérieurs, va décider quels vont être les points importants au cours de cette vie qui va permettre de lui apprendre d'étape en étape des choses. Alors qu'on en ait conscience ou pas conscience, parce que finalement on peut se dire qu'on n'a pas besoin d'être éveillé, on n'a pas besoin de traverser une heure de l'âme. L'âme va de toute manière, qu'on soit conscient ou inconscient dans l'expérience humaine, l'âme va de toute manière passer par des étapes. Alors évidemment, on peut être très inconscient en disant mais pourquoi je comprends pas, etc. Ou on peut être conscient de oui, là je pense que si je suis tout à fait objectif ou objective, effectivement j'avais fait le tour de cette situation et il fallait bien que j'aille autre part et je sentais l'appel vers autre chose parce qu'on peut sentir en soi une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, que l'on soit spirituel ou pas spirituel. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que, bien sûr, on peut le vivre en tant que comme une victime et c'est vraiment, il n'y a pas à se blâmer ni se juger par rapport à ce ressenti. Je veux dire, même quand on est, entre guillemets, sur un chemin d'éveil, on a encore ces moments où on se dit: «Mais c'est pas possible, voilà, on se sent victime de la situation et pourtant, l'âme a décidé de le faire et donc si on essaie de passer un petit peu, prendre de la distance, ça veut dire que c'est forcément pour pas un bien, parce qu'on peut pas dire que quand on perd quelqu'un que l'on aime, c'est pour notre bien, mais c'est simplement que ça va nous permettre d'explorer d'autres choses et il y aura des moments de bonheur par la suite, des moments de plaisir. On est capable de ça et la vie va nous montrer qu'on va vivre aussi d'autres bonheurs après le deuil. J'ai appris en lisant votre livre que les chakras étaient directement reliés au choc émotionnel, tout simplement. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que si tu veux, donc, on a donc de l'énergie qui circule dans notre corps. Comme tout est énergie dans l'univers, nous sommes aussi énergie et il y a des centres, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est que les chakras, il y a des centres très impactants qu'on appelle chakras, donc des nœuds, des liens où l'énergie est concentrée. Et donc, on a 7 principaux chakras et chacun va avoir son utilité. Si on part au niveau du cœur, au niveau de notre poitrine, en fait, de notre thorax, on a le chakra du cœur, par exemple, qui est là. Et évidemment, quand on est dans l'amour, on sent que ça vient. Tout le monde a ressenti déjà l'amour. D'accord. Donc, quand on tombe amoureux ou qu'on est saisi par l'amour, on sent qu'il y a quelque chose qui vient nous réchauffer dans cette zone-là. Qui est puissante et qui fait écho et qui va faire vibrer. D'ailleurs, si on le ressent, on a l'impression que devient amour. C'est-à-dire que c'est tellement puissant dans l'amour que ça vient nous remplir et ça vient s'expanser. Et d'ailleurs, les gens nous disent, quand on est amoureux, les gens nous disent: «Oh là là, mais t'as une super mine, waouh, t'es super, qu'est-ce qui t'arrive?» Et tu dis: «Bah oui, je suis amoureux». En fait, c'est tellement fort que ça sort partout, mais ça vient surtout au niveau du cœur, donc le chakra du cœur. Quand on est dans le deuil, quand on est, par exemple, on va prendre un exemple d'abandon, ce sentiment d'être abandonné, eh bien, si on ressent l'énergie, on va se rendre compte qu'au niveau du chakra du cœur, c'est comme si que ça se refermait et que ça venait à nous intérioriser. On n'arrive plus à expanser, on n'arrive plus à vibrer une énergie d'amour parce qu'à ce moment-là, on se sent totalement abandonné. Et donc, voilà. Donc, en fait, chaque émotion, chaque situation va faire plus ou moins vibrer les différents chakras en fonction de là où on en est. D'accord? Quand on a, par exemple, donc on a une sidération parce qu'il y a un état de choc. Par exemple, donc on vient de découvrir que la personne que l'on aime le plus vient de mourir, par exemple. D'un seul coup, on a le sentiment qu'on n'arrive plus à parler. On est coupé. Le chakra gorge, c'est la communication.
c'est vraiment là où on peut expanser les mots, etc. Et là, d'un seul coup, on sent qu'on n'a plus de mots, quoi. On peut plus communiquer avec l'extérieur. Voilà. Donc, en fait, chaque situation, chaque expérience va nous amener à travailler sur nos énergies et on va se rendre compte qu'il y a des moments où ça s'ouvre et il y a des moments où ça se ferme. Et évidemment, plus on est serein, plus on est dans la joie, plus on est dans le ressenti, plus on est dans notre créativité, plus les différents chakras vont s'ouvrir et s'expanser. Et plus on va être dans un traumatisme, et donc des émotions très très fortes, négatives, on va dire entre guillemets, parce que rien n'est négatif, mais on les appelle comme ça souvent les émotions négatives. Ça va nous refermer les chakras. Notre énergie, on va se replier sur nous-mêmes. D'ailleurs, on voit bien, on a du mal, on essaie de protéger quelque part une partie de notre énergie parce qu'on n'arrive plus à la faire s'augmenter, s'amplifier. On a besoin d'un temps de repos pour après revenir dans le contact avec les énergies qui sont autour de nous, avec les gens, avec la nature, etc., les animaux, par exemple. Et on va ressentir de nouveau l'énergie. J'espère que j'ai répondu à la question. Et en fait, il peut y avoir aussi, parce que comme on disait, tous les chakras, déjà un traumatisme peut aussi faire que on va être dans une incapacité à pouvoir être connecté peut-être à plus grand que soi, on a peut-être par moment une difficulté à percevoir les choses d'une autre manière. Donc là aussi, il va y avoir des chakras typiquement comme le troisième œil qui peuvent, ou alors une défiance quant à la croyance en Dieu, par exemple. Par moment, on peut être tellement en colère qu'on peut en vouloir effectivement à cette entité ou au grand univers ou à ce en quoi on croit habituellement, ce en quoi on se raccroche, et du coup on peut aussi être amené à se couper d'une certaine manière d'une réceptivité. Donc là ça pourrait être le chakra coronal, mais aussi il y a effectivement des traumatismes qui viennent considérablement réveiller des blessures profondes qui peuvent être de connexion à soi, d'amour de soi, qui peuvent être aussi propres à notre, peut-être qui peuvent venir entacher notre confiance en nous. Donc là, on va être effectivement, par exemple, sur le plexus solaire, mais on peut aussi être au niveau des chakras plus bas, qui peuvent remettre en question effectivement, ou en tout cas qui peuvent nous mettre en lumière le fait à combien on n'est pas dans notre féminin sacré. Donc là, on pourrait être effectivement dans le chakra sacré, et ainsi de suite. Donc en fait, en fonction de ce qu'on va vivre, ça va soit venir refermer certains chakras, soit montrer combien certains chakras n'étaient pas, comment dire, développés, déployés ou dans une bonne activité, en fait, comment on pourrait dire ça, dans une bonne énergie, oui. Et donc dont on n'exploitait pas d'une certaine manière cette énergie, dont on s'était coupé. Donc voilà, effectivement, les chakras peuvent être considérablement mis à mal à la suite d'un choc, d'un trauma. Ou alors, effectivement, ça vient mettre en lumière le fait qu'il y avait des parties en nous qui n'étaient pas déployées, qui n'étaient pas ouvertes. Tout comme on parlait tout à l'heure de la nuit noire de l'âme, et bien effectivement, la nuit noire de l'âme, généralement, elle nous invite, comme on disait, à un éveil spirituel. Très souvent, on va être amené à nous reconnecter à des capacités extrasensorielles. Et donc là, on est dans les chakras supérieurs, bien sûr. On va venir réveiller tout ça, se reconnecter à tout ça, redéployer cette énergie, s'autoriser à entendre un certain nombre de choses, à ressentir un certain nombre de choses. Et donc là, effectivement, on va aller se reconnecter et à déployer, on va dire, ouvrir encore plus ces chakras-là. Oui, et puis il y a aussi des méthodes pour réharmoniser les chakras une fois qu'ils sont un peu Exactement. déréglés. Toutes les techniques énergétiques, Reiki, et ainsi de suite. Il faut se dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, les chakras, en fait, c'est des zones d'énergie, de vibration très fortes où ça rejoint plusieurs canaux. Donc, en fait, comme tout est énergie, tout est vibration. Pour les réénergiser, il suffit de redonner une vibration positive et forte pour les faire se remettre on va dire en équilibre, en harmonie et dans le bon mouvement. Peu importe après la technique que l'on déploie, chacun a ses propres. Alors ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent aller voir justement des énergéticiens. Mais il est vrai que pour beaucoup, ça peut être par exemple la vibration au tambour, tout ce qui est vibration, tout ce qui est
action qui va mettre de l'énergie et de la vibration différente va faire que nos chakras vont se rééquilibrer ou s'aligner à une certaine vibration, à une certaine fréquence. Voilà. Et c'est pour ça que souvent on dit qu'il est bon pour chacun d'aller dans la nature parce que la terre regorge de vibrations extrêmement puissantes et il suffit déjà de s'aérer et d'aller au contact de la nature pour rééquilibrer nos chakras, notre énergie, notre vibration. D'ailleurs, beaucoup de gens, vous pouvez vous rendre compte que quand vous êtes chez vous, c'est bien, mais il y a un côté protecteur, mais on a un sentiment d'étouffer à un moment donné. Puis quand on va dans la nature, qu'on se pose auprès d'un arbre pendant plusieurs heures, à la fin, en fin de journée, on se sent vraiment mieux. Ça nous a fait du bien. Alors, voilà, on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais en fait, c'est une question de vibration. Voilà. Très bien. Il y a un sujet aussi qui m'a particulièrement intéressé, c'est l'amnésie traumatique. Et ça, je suis convaincu que beaucoup de personnes seront intéressées aussi. Oui, alors l'amnésie traumatique, c'est effectivement un mécanisme de dissociation. C'est-à-dire que le choc est tellement important qui va réveiller au plus profond de soi une peur de mourir, peut-être lorsqu'on est face à une terreur gigantesque. Imaginons par exemple des tsunamis, voilà, qui viennent mettre une insécurité, une peur extrême, des choses tellement choquantes où on joue sa peau, hein, mais typiquement, ça peut être un accident en voiture, un accident corporel, où on a vraiment l'impression qu'il y est. Là, on joue les dernières minutes de notre vie, par exemple. Voilà, il va y avoir un certain nombre de circonstances propres à ce choc de sidération et il va y avoir un mécanisme de dissociation, c'est-à-dire que d'un seul coup, on va lâcher notre mémoire, on va se détacher de notre corps aussi. Il y a une partie effectivement, comment expliquer ça de manière simple, on va dire que la conscience va d'une certaine manière se détacher de notre enveloppe corporelle et on va aussitôt mettre comme des garde-fous pour totalement occulter ce qu'il s'est passé. Donc il va y avoir on va couper effectivement avec cette mémoire du cerveau, hein. Et en plus, on va être dans c'est plus qu'un déni, c'est-à-dire qu'on va complètement oublier ce qui s'est passé. C'est une question de survie. C'est tout un tas de mécanismes qui se mettent en place et effectivement, l'individu va totalement occulter ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que ça va générer? Tout simplement, on va avoir l'impression que la personne qui est concernée par cette amnésie traumatique n'a pas souvenir du tout de ce qui s'est passé et peut même, imaginons un parent qui perd son enfant, quelque chose d'extrêmement horrible et dramatique, et bien effectivement, l'individu décide de couper et de croire encore que son enfant vit toujours et existe toujours, et donc est dans une négation totale et absolue de ce qui s'est produit et de la perte de son enfant. Et donc, c'est quelque chose qui est incroyable, hein, mais effectivement qui se produit chez un certain nombre de personnes, et ça va avoir des incidences considérables. La personne va être dans une absence de repères, il va y avoir des troubles cognitifs, une souffrance, bien sûr, psychologique hyper intense par rapport à ça. Il peut y avoir des addictions, des troubles du sommeil. Le corps essaye de rééquilibrer en permanence pour éviter que le barrage cède, hein, d'une certaine manière. Donc, il va y avoir effectivement quelque chose comme ça qui va être à la fois souffrant, kidnappant, hein, pour le corps, pour le mental, et dont il va falloir à un moment donné réussir d'une certaine manière à revenir dans la justesse des choses et à faire en sorte que ce processus de dissociation se termine et qu'on revienne à la réalité. Hein, et donc, à ce moment-là, il y a des techniques qui sont très utilisées dans ce cas d'amnésie traumatique. C'est tout ce qui est technique comportementale et cognitive, donc les TCC. Et puis l'EMDR, c'est tout ce qui est oculaire, là, les mouvements oculaires, qui vont aider la personne effectivement à se décharger de la mémoire traumatique. De la mémoire traumatique, voilà, merci Madésie. De la mémoire traumatique pour pouvoir aller accepter les faits
et de pouvoir effectivement revenir à une réalité et se reconstruire par rapport à ça. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que dans ces moments d'amnésie traumatique, parfois on n'en a tellement pas conscience qu'on se refuse à aller vers un accompagnant parce qu'on voilà, on n'est pas prêt. Alors, ce qui est important, c'est de se dire que tôt ou tard, on n'est pas figé dans le marbre pour toujours. Ce n'est pas vrai. C'est simplement que c'est tellement traumatisant que l'âme, ou on va dire nos guides, savent qu'il y aura un moment donné où on sera plus à même, en cheminant dans notre vie, plus à même à commencer à entrouvrir la porte du traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné où l'expérience, la vie, va nous amener où, on va dire, la vie, la source, nos guides vont dire, ça y est, cette personne est prête pour qu'on réouvre la porte. Même si ça va être brutal, même si ça va réveiller énormément d'émotions, dans cet instant, là où elle en est aujourd'hui, dans l'expérimentation de sa vie, elle va être capable de pouvoir traverser le trauma. Et donc, il y a un réveil qui se fait, le réveil d'amnésie. C'est extrêmement bouleversant, ça peut être extrêmement déstabilisant, et il y a des personnes qui ont des réveils d'amnésie, notamment par rapport à des viols, par exemple, ils ont totalement occulté dans l'enfance, etc. Et ça se réveille à 30, 40, 50 ans. Et ça leur arrive comme une météorite qui leur explose à la figure. Jusqu'à présent, il ou elle n'avait pas conscience de ce traumatisme. Et ça va être extrêmement déstabilisant, peut-être destructeur dans la vie. Mais à ce moment-là, il faut se dire que l'âme est capable, à ce moment-là, de le prendre en charge. Donc, on va être capable, au fur et à mesure, de traverser les étapes du choc, du deuil, de la libération, de la guérison et du dépassement du trauma. Mais voilà, l'amnésie traumatique, elle est présente jusqu'au moment où, en fait, on est capable, même si on n'en a pas conscience, on est capable, en fait, de pouvoir prendre en charge à un moment donné, tôt ou tard, le traumatisme subi. Et donc, de refaire lien, c'est ce que tu voulais dire, de refaire le lien entre la conscience et le corps. On revient ensemble. Et d'être prêt à accueillir l'émotionnel. Parce que très souvent, c'est ça. La charge émotionnelle est tellement lourde qu'on préfère se dissocier et d'éviter d'aller regarder et de ressentir l'émotionnel, tellement c'est souffrant. Or là, effectivement, vient le moment où on est prêt à faire face à ce tsunami émotionnel et donc à le prendre en charge. Et nous, on préfère dire même prendre en soin cet émotionnel qui est très chargé, qui est très difficile. En étant accompagné, c'est possible et on traverse cette épreuve. À ce moment-là, on est prêt à vivre, comme le disait Daisy, les différentes étapes du deuil, nous menant jusqu'à la phase d'acceptation et aussi de résilience, de lâcher prise et de reconstruction. Alors, les amnésies traumatiques, c'est aussi comme les dénis. Parce que des fois, les amnésies traumatiques, on peut avoir un côté très... Mais on peut avoir des personnes qui vont être dans le déni. Ça fait partie d'une phase du deuil qu'on vit tous, mais là, on est à un degré, effectivement. Oui, parce que des fois, on peut être dans un déni total. Par exemple, le déni de grossesse, par exemple. On n'est pas dans une amnésie traumatique, mais on est dans un déni total. Et ça ressemble, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, bien sûr que on va être capable, en tant qu'âme qui expérimentons le déni ou l'amnésie traumatique, voilà, évidemment, ça va nous exploser à la figure. Ça, c'est indéniable, parce que comme on n'est pas prêt, évidemment, on ne voit pas. Comme dirait notre père, il n'y a pas plus aveugle qu'un borgne qui ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, la vie va devoir nous confronter à la réalité. Donc, le retour à la réalité est extrêmement brutal. Mais à ce moment-là, dans ce retour à la réalité, on est capable de le prendre en charge. C'est ça. Donc, en fait, si je peux résumer en quelques mots... on vit un choc, le cerveau s'est mis en mode avion, et non, je mets ça de côté. Et une fois qu'on a les épaules pour intégrer la chose, là, mais elle envoie les infos petit à petit, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Oui. Alors, soit elle lève le voile, elle lève le voile, elle vient craqueler la barrière, ou elle lève progressivement le voile, ou d'un seul coup, mais parce qu'effectivement, on est prêt à regarder les choses en face
et à du coup à faire ce processus de Mmh. cheminement menant à l'acceptation et à la reconstruction ensuite. Ouais, je voulais dire justement un point qui est très important, c'est qu'effectivement, soit, comme tu le disais, soit le voile se dissipe progressivement, soit il tombe brutalement, hein, comme un rideau. Euh, Ce qui est important, c'est de dire que de toute manière, cette différence est vraiment adaptée à ce que l'âme est capable de supporter. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est extrêmement fragile, sensible, si on lui montre noir sur blanc la réalité d'une manière extrêmement brutale, elle ne peut peut-être pas s'en sortir. Alors du coup, la vie, les guides, l'âme, Dieu, va faire en sorte de le faire progressivement. Pour que chaque étape puisse être acquise. Bien sûr, ça arrivera au même résultat, mais ça va vraiment dépendre de chacun. D'accord. J'aimerais que nous parlions des croyances limitantes. Vous avez stipulé le syndrome de l'imposteur et c'est un sujet qui, j'en suis sûr, concerne encore beaucoup de personnes, une fois de plus. Oui, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, on va dire, en France, on va parler de la France, on est très à cheval sur les diplômes, sur les formations suivies. En gros, si tu n'as pas le diplôme, c'est qu'en gros, tu n'as pas l'expérience ou les connaissances. Donc, il y a une sorte de légitimité qui est comme une épée de Damoclès qui est au-dessus de chacun. Et ça nous piège vraiment énormément parce que ça crée justement ce syndrome de l'imposteur. On part, si on regarde un petit peu aux États-Unis, je me souviens, il n'y a pas très très longtemps, j'étais sur Los Angeles et il y a quelqu'un dans le taxi, le gars me dit, bah tiens, chante. Alors je commence à chanter une chanson française et il me dit, oh mais ça y est, tu pourrais t'inscrire pour faire des concours et être chanteuse. Et on voit que là, il n'y a aucune barrière. C'est pas j'ai fait la bonne école, celle qui était la plus exigeante et qui excelle et que comme ça me donne la croyance que je suis capable d'eux. Il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur. C'est donne tout ce que tu as, fais-le et tu es autant légitime que n'importe qui. Mais nous, effectivement, sur la France, on a ce blocage qui est si j'ai pas montré patte blanche par les diplômes, par mon expérience, parce qu'en plus on se raconte plein de choses dans le syndrome de l'imposteur. Ben du coup, on a l'impression qu'on n'est pas légitime et on se sent mal. Et d'ailleurs, notre posture dans notre action, pourtant c'est ce qu'on rêve de faire, par exemple, un métier extraordinaire, mais on va y aller un peu à tâtons, de style est-ce que vraiment, on va pas y aller franco, avec confiance. On va y aller de bon bah j'y vais un petit peu, mais bon si le premier me regarde un peu de travers, je vais me sentir totalement pas du tout à ma place, etc. Ouais. Et puis, en fait, ce syndrome de l'imposteur, il tisse son lit, on va dire, dès notre enfance. Euh, donc, on repart de quand on est enfant ou quand on voit très bien un enfant qui va commencer à marcher. Et lui, en fait, à ce moment-là, il n'a pas conscience de que des dangers qui peuvent se produire. Et il est simplement dans l'envie d'expérimenter. C'est trop fun de marcher. Et donc, en plus, ça permet de toucher à plein de choses. Et puis, même quand je tombe, bah, c'est magique, en fait, parce que j'ai pas trop mal au genou, je me relève et j'y retourne. Dans cette expérience-là, il va y avoir les attitudes du parent ou des personnes de l'environnement qui vont dire à l'enfant « Ah non mais attention, ça tu touches pas, non mais ça tu peux pas, là tu es trop petit pour faire ça, là tu sais pas encore faire ça » et ainsi de suite. Donc déjà là, effectivement, l'enfant qui expérimente la vie va se confronter à des petites injonctions ou à des peurs que les parents vont lui transmettre, qui sont certainement légitimes. Typiquement, ne traverse pas la route sans regarder où tu vas marcher, hein, il peut y avoir une voiture, mais néanmoins, effectivement, ce champ d'exploration, eh bien, il va être réduit par un certain nombre d'injonctions et de choses qui vont nous faire croire par moment qu'on n'est pas assez capable, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'y arrive pas suffisamment. Et d'ailleurs, cette expérience comme ça, on va la vivre après à l'école, des professeurs qui vont nous faire penser que, ou même des parents qui vont nous dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pour nous. Hein, qui sont qui sont en écho avec leur propre histoire, ou même des croyances qui se transmettent de génération en génération. Typiquement,
on est une famille d'ouvriers, mon fils ne croit pas que tu pourras être un jour PDG. C'est pas pour nous, ça, on le sait bien. Dans notre famille, on a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Et donc, en fait, on prend pour compte, on se forge une identité qui est comment dire, limité dans notre exploration à travers des croyances auxquelles, en plus, la vie, malheureusement, et puis le cerveau surtout, va venir conforter, confirmer effectivement ces fausses croyances qu'on peut avoir de nous-mêmes et de nos propres capacités. Et donc là, il peut y avoir aussi derrière ça des blessures d'estime de soi, propres effectivement à des événements qu'on a vécu dans notre enfance et qui vont venir encore plus s'appuyer sur ce syndrome justement de l'imposteur à un moment donné, de se dire mais est-ce que véritablement je suis capable, est-ce que je peux, est-ce que je suis pas en train d'imaginer quelque chose où je n'ai pas du tout la carrure, les capacités mentales, intellectuelles, physiques même pour faire du sport ou autre, peu importe. C'est ce qu'on va appeler justement les croyances limitantes, c'est tous ces carcans qui nous empêche d'aller explorer de nouvelles choses parce qu'on va sortir effectivement d'un conditionnement dans lequel on était, qu'il soit sociétal, comme le disait tout à l'heure Daisy, avec typiquement la France et puis tout ce qu'on peut vivre, mais aussi familial et puis sur plein d'autres aspects. Ok, ok. J'aimerais, pour la dernière question, parler de l'importance de s'ouvrir à l'inconnu et aux opportunités. J'ai la sensation que la peur de l'inconnu est présente chez beaucoup de personnes. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? la peur de l'inconnu est présente parce que on est des êtres humains qui aimons maîtriser notre environnement ou maîtriser notre manière de nous comporter. C'est une réassurance en fait qui nous permet de nous sentir heureux, confiants en demain. Et effectivement, lâcher tout pour embrasser quelque chose qui vient réveiller justement cette peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être compétent, peut-être de perdre, d'être mise face à l'échec. On pourrait parler beaucoup de l'échec. Tout ça, c'est énormément de peur. Ça réveille des peurs profondes et une insécurité. Et là, on pourrait aussi parler de la pyramide de Maslow, donc on pourrait parler de plein de choses, mais qui vont venir effectivement nous faire penser que l'inconnu c'est pas fait pour nous parce que il y a un moment donné on peut même peut-être mourir à expérimenter quelque chose qui n'est absolument pas fait pour nous. Alors moi, j'aurais envie pour tous les auditeurs qui sont dans cette sensation-là de peur de s'ouvrir à l'inconnu, si on repart sur une idée de visualisation, comme on a pu le faire avec Tarzan tout à l'heure, je vous invite, quand ça arrive, de vous imaginer être Tarzan ou Jen, en fonction de comment vous le sentez. Vous attrapez votre liane que vous connaissez déjà et que vous maîtrisez énormément, et puis vous vous lancez et vous voyez que il y a une liane qui est un petit peu plus loin et vous pouvez l'attraper. Mais effectivement, il y a un doute de si je me loupe et que je lâche ma liane passer et pour essayer d'attraper l'autre, je peux tomber vraiment de très 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 bas. Eh bien, imaginez-vous dans cette visualisation que c'est impossible parce qu'il y a un filet de protection énorme et que en fait c'est impossible de tomber, de vous faire mal. Et ça va vous donner aussi peut-être cette possibilité de vous dire que vous ne serez pas dans le vide, que vous n'aurez pas cette sensation de tout perdre, mais qu'au contraire, vous pouvez y aller avec beaucoup de dynamisme et de vous dire peu importe, c'est comme si j'étais dans un jeu dans les arbres là que l'on appelle on a des harnais de sécurité. Bon, à la rigueur, on pourra même tirer sur notre harnais pour aller jusqu'à la liane qui arrive juste après. Et il y a plein de filets autour. Bah, finalement, ça peut être tout à fait réalisable. C'est important de visualiser parfois des choses comme ça pour ne pas avoir le sentiment que c'est totalement inconnu. Il n'y aura jamais tout qui pourra être inconnu. Et pour l'avoir expérimenté de nombreuses fois, ce qui est assez incroyable, c'est que la vie nous récupère toujours. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on a
avait un grand gap à franchir par nous-mêmes dans l'inconnu sans avoir effectivement cette capacité de saisir tout de suite cette liane, eh bien, il va y avoir très certainement effectivement des émotions qui vont remonter, des peurs, des doutes, mais pour autant, d'une part, ce sera l'occasion de s'en libérer, en thérapeutique par exemple. Ok, là j'ai un peu trop peur en fait, hein, c'est ouïe, je me sens pas très très à l'aise, donc ok, je vais aller voir un thérapeute parce que là j'identifie qu'il y a quelque chose qui est un peu trop pas important et qui se réveille un peu trop à l'intérieur de moi. Mais pour autant, cette peur en fait, elle est illusoire, très souvent, elle ne vient pas se matérialiser dans la matière. Au contraire, la matière va venir vous dire, mais attends, bravo, tu as réussi à sauter. Je te donne 10 000 points de plus. Hein. Imaginons qu'on est dans ce jeu vidéo. En fait, tu gagnes des trésors supplémentaires. Hein. Tu peux gagner plein de belles choses parce que tu as osé le faire. Tu as osé sortir d'un schéma dans lequel tu n'étais plus heureux ou qui t'enfermait pour aller embrasser une nouvelle expérience. Et derrière, regarde, je te montre qu'il y a un nouveau trésor à aller trouver et combien tu vas te sentir 1000 fois mieux qu'avant une fois que tu vas avoir saisi cette liane et que tu t'en seras accommodé, que tu auras trouvé une habitude avec cette nouvelle liane, que tu te sentiras en sécurité. Donc, en fait, ce laps de temps déjà, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver derrière. Donc, il y a une projection du mental qui va raconter toutes les peurs inimaginables. Donc déjà ça, du coup, je vais les prendre en soin de mon côté. Et en plus, je sais que si je lâche, il y a un plus grand trésor qui m'attend derrière. C'est ça. Et justement, là, je repensais à une citation que j'avais entendue ou lue. C'est Mike Horn, l'explorateur, qui disait si j'attends de connaître Oui, 95% du voyage, je partirai jamais. c'est ça. Dès que j'ai les 5 premiers pourcents, je trouverai les 95 autres sur place, quoi. Oui, parce Et que la effectivement, vie, effectivement, la vie a prévu les 95% une fois qu'on a franchi le premier pas. Il suffit de faire un seul pas pour sortir du connu et aller vers l'inconnu, mais pour que cet inconnu devienne le connu. Il suffit juste d'un pas. Voilà, c'est vrai que en fait, la vie attend que l'on soit créateur, que l'on soit explorateur. C'est pas j'attends tout cuit que quelque chose à l'extérieur vienne à moi, comme ça au moins je me sentirai en sécurité, je vais être accompagnée, on va me tenir la main. En fait, la vie c'est pour les 99% du temps, c'est et le courage de faire le premier pas, t'inquiète pas, nous on a tout prévu par la suite. Mais montre-nous que tu es prêt ou prête à vraiment aller vers demain. Parce que n'oublions pas, parce que là, évidemment, beaucoup de gens pourraient dire « Ah mais oui, mais bon, quand même, c'est exagéré » ou se porter en victime. Mais en fait, n'oublions pas que sur Terre, nous avons notre libre arbitre. Nous pouvons décider de ne jamais rien changer dans notre vie. Alors évidemment, on sera malmené parfois par la vie parce qu'elle nous dira bah, « Non, mais il faut vraiment changer quand même ». Mais on a ce libre arbitre. Il est peut-être infime parfois, et parfois très large parce que tout dépend de notre envie, de ce que l'on veut expérimenter. Forcément, à un moment donné, ce sera brutal, ça nous amènera à des transformations qui peuvent être chaotiques, mais on a notre libre arbitre. Donc en fait, c'est fais un premier pas pour nous montrer que tu es vraiment décidé, que tu en as vraiment l'envie et la volonté, que même s'il y aura peut-être des obstacles par la suite, parce que tu seras motivé, tu seras capable de les surmonter plutôt que de revenir en arrière en disant non, le premier obstacle, non, ça m'a fatigué, j'ai abandonné. Combien de fois on peut abandonner certaines choses parce que le premier obstacle, on n'est pas prêt à le traverser. Faut pas se juger là-dessus parce que peut-être que pour des auditeurs, c'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre. C'est pas grave, on peut reculer pour mieux sauter. Tôt ou tard, on sera prêt. Voilà. Il y a des moments où on sent qu'on a envie de rêver quelque chose, mais on voudrait, mais on n'ose pas. Et les autres pourraient nous forcer, on n'ose pas, on n'est pas prêt. Et c'est ok, ouais, c'est ok. C'est effectivement parfois on a une étape à franchir, on le sait, on la voit, on bute, on n'y arrive pas, on se prend les pieds dans le tapis.
Pourtant, on a bien compris ce qu'on attendait de nous, ce qui était essentiel d'être fait, mais pour autant, on n'y arrive pas. Et c'est OK, c'est parce qu'il y a encore des petites choses qui ne sont pas encore totalement peut-être guéries ou écoutées ou conscientisées ou libérées, où il y a encore des choses à expérimenter dans cet environnement inconfortable pour pouvoir sauter le pas. Il se passe tellement de choses derrière chacune de nos expériences. D'ailleurs, on n'en a pas toujours conscience, ni on ne saura jamais véritablement tout ce qui s'est joué dans tout ce qu'on avait à vivre. Mais par contre, effectivement, l'objectif, c'est à un moment donné, il va y avoir des étapes. On gravit la montagne, on a des paliers, et ces paliers, la vie, comme on le disait tout à l'heure, si l'âme a décidé qu'on devait gravir la montagne, eh bien on va la gravir. Si l'âme a dit qu'on allait s'arrêter à un palier et que notre expérience de vie, ce sera d'expérimenter ce palier, eh bien on expérimentera ce palier, c'est OK. Chacun avance en fonction de ce qu'il a à expérimenter dans cette incarnation. Ouais, pour visualiser quelque chose, imaginez que vous plantez une graine au printemps dans un pot de fleurs. Et évidemment, la graine ne va pas tout de suite se transformer en fleur magique qui va faire 1 mètre de haut, etc. La graine, on sait, elle va prendre un petit peu de temps, elle va s'humidifier, elle va utiliser la terre autour d'elle qui vont lui donner des minéraux, donc de l'énergie pour commencer à pouvoir se déployer. Pourtant, on ne voit rien sortir de la terre, et pourtant la graine, elle est déjà là et elle est en train de se préparer à s'émanciper, sortir ses premiers, on va dire ses premières racines pour pouvoir après monter. C'est exact, on est sur le même processus, hein, on est des êtres vivants sur Terre, et donc on fait la même chose. Il y a une envie, une idée qui émerge en nous. C'est encore très subtil, très caché, et ça va demander du temps pour qu'à un moment donné ça puisse s'exprimer dans la matière et se révéler et s'expanser totalement, et c'est OK. Les conditions seront propices pour effectivement s'émanciper et vivre cette nouvelle expérience. Ouais. Donc, chacun son rythme, tout arrive à point, à qui sait attendre. Exactement. Pour finir cette interview, il me reste mes 2 questions rituelles. Alors, la première, c'est: avez-vous un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette entrevue? Ouais, le mien, c'est n'abandonnez jamais vos rêves. Et le mien, c'est faites-vous confiance. Vous avez toutes les ressources. La vie, justement, se charge de vous montrer à travers des épreuves positives ou négatives que vous avez énormément de ressources à l'intérieur de vous pour réussir à dépasser toutes les étapes et révéler votre unicité et embrasser votre destinée. Au top, donc croyez en vous et tout ira bien. Et la deuxième question, c'est: avez-vous une recommandation culturelle? Un livre, un film ou un documentaire, ou même une personne que vous admirez et que vous aimeriez glisser ici un petit mot? Il y a tellement de choses, alors il va falloir en choisir une. Vous pouvez en dire une chacune, hein. Oui. Bon, ça, je sais pas pourquoi ça n'est pas sur le même registre, mais moi j'aime beaucoup Beaumarchais et l'Insolent, le film par exemple, et à un moment donné il dit je me presse de rire de tout, de peur d'un jour d'être obligé d'en pleurer. Et je pense que ça résume bien cette capacité à être dans la résilience et peut-être à sourire à la vie et en rire, même si c'est parfois les plus tragiques moments de notre existence. Ok. Ouais, et moi, je dirais, alors malheureusement, je n'ai plus le nom de l'auteur, ça va revenir, mais le livre sur l'échec, j'ai trouvé cet ouvrage absolument grandiose parce que on a été enfant soumis à cette notion de l'échec. On ne réussissait pas, donc on était nul. Et alors qu'en fait, l'échec est juste une étape qui nous mène à la victoire. Et voilà, le livre, c'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Et, et effectivement, c'est un livre que j'ai absolument adoré parce que j'ai trouvé que c'était d'une révélation absolue qui peut aider tellement de gens, même des enfants, à comprendre que il n'y a pas de véritable échec, il y a juste une manière d'apprendre différemment et on se grandit, on se bonifie, on acquiert de nombreuses sagesses à travers cette notion de l'échec. Merveilleux. Je mettrai tout ça en lien dans les descriptions de l'épisode de toute façon pour que chacun puisse en profiter
à sa guise. Les filles, j'aimerais vous laisser un moment que vous puissiez vous parler de votre actualité, si vous en avez. Alors oui, merci beaucoup. Il y en a beaucoup sur cette année 2025. Déjà, actuellement, vous pouvez retrouver dans les librairies le Woman Tarot pour ceux et celles qui ont envie de s'initier et de s'ouvrir à leur médiumnité. Vous avez aussi effectivement notre agenda 2025, qui est l'agenda des déesses célestes. Ce qui arrive là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le premier, c'est l'oracle Flamme Jumelle, qui est un oracle relié au lien d'âme, hein, qui va permettre vraiment de découvrir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'éveil et puis dans les relations aux autres. Et justement, tout ce qu'on a à découvrir de soi en étant au contact des autres et justement à traverser ces grands moments de difficulté. Typiquement, un parcours de flamme jumelle, dedans, on retrouve la nuit noire de l'âme. On retrouve effectivement ce travail d'amour de soi, de dépassement des blessures, des croyances limitantes, d'équilibre entre cette énergie yang que nous avons en nous et cette énergie yin que nous avons aussi, mais avec cette société, on a du mal parfois à s'y reconnecter. Donc effectivement, on est vraiment sur un chemin d'éveil avec un parcours de flamme jumelle et cet oracle, on y tenait beaucoup parce que il est ultra puissant et il va pouvoir accompagner toutes les âmes qui sont soit sur un parcours de flamme jumelle, soit effectivement sur un chemin d'éveil, donc dans la conscientisation qu'elles ont des choses à mener pour aller être dans leur pleine joie, dans leur plein bonheur et dans leur pleine authenticité. Je ne sais pas si ce sera enregistré avec la vidéo, mais voilà, je te le montre, Clément, et puis je montre à tous ceux qui pourront le voir s'il y a une vidéo qui est associée à ce podcast. Donc ça, c'est très rapidement puisqu'il sort le 6 février, donc on est super contente, on va le retrouver partout en librairie dans toute la France. Et puis sur le mois d'avril, vous retrouvez 2 autres ouvrages qui vont paraître aux éditions Merci les Livres, qui sont source de karma et source d'astrolune, donc 2 sujets justement pour avancer aussi sur comprendre pourquoi dans cette vie nous expérimentons certaines expériences et pas toutes, et qui sont reliées finalement à nos anciennes vies. Et puis source d'astrolune qui permettent de mieux se découvrir dans nos énergies en reliance avec la lune. Et puis il y aura aussi en avril une autre actualité avec Erol. C'est vrai qu'on a un printemps assez fleuri. Et effectivement, on va avoir un nouvel oracle aussi qui sortira, qui est un Lenormand. Donc ça, on a vraiment hâte. Donc effectivement, ces 2 oracles sont créés en collaboration avec Anna Hayes, l'illustratrice avec laquelle on travaille maintenant depuis à peu près 2 ans. Et on retourne en France avec des conférences. Donc, on sera à Mandelieu début mars et puis après du côté de Genève début avril. Et puis, ça va être l'occasion effectivement de renouer à l'occasion de conférences avec le public et d'échanger avec eux, enfin surtout avec elles très souvent, pour leur faire explorer leur authenticité, leur part instinctive, intuitive, sauvage, naturelle, vraie. Hein, c'est donc oser être soi. Bah, faut venir faire un tour en Normandie pour faire une conférence aussi, alors. Ah ouais, avec plaisir. En plus, on adore la Normandie, donc ce serait vraiment un grand bonheur. Ça s'est pas encore présenté pour l'instant, mais avec plaisir, on aimerait bien, ouais. Bon, écoute, à l'occasion, si j'entends parler, je parlerai de vous. Ok. Donc là, on a parlé de sujets, 1001 sujets, mais il y a aussi plein d'autres choses comme le reflet de soi, le chaos guérisseur, la colère, se connecter à la joie, s'ouvrir à l'inconnu, aux opportunités, on en a parlé, se saisir des surprises de la vie, enfin, un livre très complet, encore une fois, que j'ai adoré. Super. Au moment de la lecture, j'ai été très chamboulé, j'ai eu du mal à le lire, je me suis accroché, mais on sent que c'est quelque chose qui résonne et que vous l'avez pas écrit pour dire tiens, j'écris un livre, quoi. C'est non, j'écris parce qu'il y a une utilité à partager tout ça, quoi. Donc je tiens à vous remercier rien que pour ça et pour tous les oracles, tout ce que vous pouvez faire à côté, les partages, le podcast aussi que j'ai écouté, qui est très très intéressant. Et voilà. Je peux vous laisser le mot de la fin pour finir cette interview. Ouais, pour moi, ce sera donc renaître du chaos. En fait, il est directement tiré de notre propre expérience. Un chemin qui a été particulièrement endurant pour nous, où on a eu énormément de chaos. Je suis émue du coup parce que je suis émue par ton émotionnel aussi.
Clément. En fait, oui, ce livre, on l'a pas écrit simplement pour l'écrire, on l'a écrit parce qu'il était un témoignage euh, de cette capacité à chaque fois pouvoir rebondir, remonter la pente, aller chercher l'acceptation, aller chercher la reconstruction, la résilience, l'amour de soi. euh, à chaque épreuve. Donc, si vous faites partie de ce genre de personnes qui avaient dans votre existence beaucoup de chaos, eh bien, c'est possible. On remonte à chaque fois la pente et, euh, et on s'ouvre à plus beau et à plus grand et on s'aime toujours de autant. Donc voilà, ce sera vraiment mon mot pour moi de la fin. Et toi, Madésia? Ouais, il est touchant ton mot, il m'a fait partir moi aussi dans les émotions. Oui, je pense que mon petit mot de la fin, c'est n'oubliez pas votre lumière, n'oubliez pas de rayonner. Voilà, soyez la magicienne, le magicien de votre vie et avancez. Même si vous mettez un genou à terre, les deux à terre, ou même si parfois vous avez le sentiment de vous effondrer, rassurez-vous, vous vous relèverez un jour ou l'autre à votre rythme, en vous aimant et en ayant foi en vous. C'est sûr, tôt ou tard, ça arrivera. Super, bon bah, on peut pas rêver mieux comme mot de la fin. Donc merci à vous, merci à tous les éditeurs. J'espère que ça vous aura plu comme cela m'a plu de l'enregistrer. Et je vous dis à très bientôt. Merci à Au revoir. toi, merci beaucoup. Salut.